Sup les catch addictés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui on se retrouve pour deux reviews. En effet, je vais faire dans un premier temps votre review de pay-per-view, donc un review de SummerSlam 2020, le plus grand show de l'été. Et juste après, je vous ferai une review de Raw, mais pas une review intégrale, ce sera principalement des parties que j'ai plus ou moins appréciées, pour lesquelles on a vraiment dit attention. Parce que comme vous le savez, on a Payback qui arrive bientôt. Vous êtes prêts? Le show commence. Alors, SummerSlam. Franchement, j'ai bien aimé. C'est vrai qu'on s'attendait à beaucoup de choses de la part de SummerSlam parce que, en effet, le premier pay-per-view en dehors du Performance Center, donc au Thunderdome. D'ailleurs, dédicace à Axel de la chaîne WWE Fan France qui était présent, où j'ai passé un bon moment pour essayer de trouver. Et aussi, merci à Bergmas Design pour son live improvisé mais super, donc j'étais dans son live toute la soirée. Donc pour ceux qui veulent découvrir qui est Bergmas Design, je vous mets le lien de sa chaîne YouTube en description. Mais sur ce, commençons par le pay-per-view. Bah alors là, le kick-off. J'ai pas compris pourquoi la WWE a mis ce match en kick-off. Le match pour le titre des États-Unis, Apollo Crews qui défend face à MVP. Moi personnellement, bof. J'ai trouvé ça moyen. Bien sûr, il y avait la stipulation que voilà, Apollo Crews avait gagné son match, donc Earth Business était banni, donc pas de Bobby Lashley, pas de Shelton Benjamin pour protéger MVP. Mais n'empêche, ce match, il n'a pas duré longtemps, mais franchement, j'ai pas retenu grand chose parce que moi personnellement, je m'attendais vraiment à ce que par exemple Cedric Alexander vienne à rejoindre Earth Business parce qu'on avait vu à Raw que MVP avait fait une proposition à Cedric Alexander pour rejoindre Earth Business. Donc moi personnellement, je m'attendais vraiment à ce que Cedric Alexander intervienne contre Apollo Crews pour faire gagner MVP. Mais voilà, Apollo Crews toujours champion des États-Unis. Et le seul truc voilà, qu'on a tous retenu du kick-off, bah, c'est le départ de Ronnie Young. Ça y est, elle a officialisé son départ. Elle quitte la WWE. Donc après, tout le monde se demande où est-ce qu'elle va atterrir. Moi personnellement, je pense qu'elle va rejoindre la AEW pour rejoindre son mari Jon Moxley. Ça me paraîtrait un petit peu logique. Mais passons sur le match. Je vais mettre un 5 non, je suis gentil parce que voilà, ils ont fait quand même une belle prestation. Je vais mettre un 6 sur 10. Et surtout, comme on voit à la fin du match où Earth Business, dès que le match est terminé, ils ont voulu attaquer Apollo Crews. Mais Apollo Crews, mais c'est l'expert de l'esquive, quoi. Le mec, il a des Sharingan ou quoi. Il anticipe les mouvements de Bobby Lashley, il anticipe les mouvements de Shelton Benjamin. Allez hop, il part comme ça, sans aucune égratignure. Et là, on passe par la carte principale, l'opener, Asuka, qui va tenter de prendre le titre de SmackDown détenu par Bayley. Personnellement, très bon opener. J'ai bien aimé cet opener. Pour moi, c'est le meilleur match entre Asuka et Bayley qu'ils ont depuis un moment. D'ailleurs, un des meilleurs matchs de Bayley depuis son règne que je trouve très fade. Et bien sûr, comme il fallait s'y attendre, Sasha Banks était aux abords du ring. Mais j'étais quand même assez surpris de voir Sasha Banks en jogging, qui n'est pas en tenue de catcheuse, parce que moi, personnellement, je m'attendais vraiment à ce que Bayley ouvre le bail, donc ça avait été dit, et que après Sasha Banks enchaîne aussitôt. Mais n'empêche, on n'a pas eu ça. Mais bon match, dont je vais mettre un bon 7 sur 10, très bon opener. Mais bien sûr, comme on peut voir, voilà, Sasha Banks est là et a vendu de sa personne. Bayley se prend Asuka Lock, Sasha Banks qui vient distraire Asuka. Donc au final, Asuka était focus que sur Sasha Banks et Bayley en profite pour un petit paquet pour conserver sa ceinture. Et le problème, c'est ça qui me pose problème, c'est que Bayley, bah, c'est bien, elle a dépassé son année de règne, mais elle a aucune victoire crédible. Et ça, je trouve ça chiant, parce que voilà, elle veut qu'on la respecte en tant que championne, mais là, elle est plus respectée comme étant une peste, une casse-pied qui profite de Sasha Banks pour conserver sa ceinture. Et là, que j'ai pas du tout compris, c'est l'attaque de Sasha Banks après. Juste après le match, Sasha Banks qui attaque Asuka et qui sèche Asuka avec l'aide de Bayley. J'ai pas compris cette attaque. Parce que le problème, c'est que du fait qu'ils attaquent pas aussitôt par le match entre Sasha Banks et Asuka, bah l'attaque a zéro crédibilité en fait, parce qu'au final bah ça va pas être utilisé pour faire avantager Sasha Banks, parce que le match de Sasha Banks et d'Asuka est un peu plus tard dans la soirée. Et donc là on passe par le premier match masculin, le titre par équipe qui sera défendu par les Street Profits
Montez-Ford et Angelo Dawkins contre Angel Garza et Andrade. Je vais pas cacher, le match était vraiment focus sur Montez-Ford. Ça, je vous cache pas, je pense que tout le monde a remarqué. Parce que Angelo Dawkins, une minute homme égal, mais après tout le reste, c'est Montez-Ford qui fait. Mais bien sûr, moi je kiffe Montez-Ford, il met une bonne ambiance déjà dans leur entrée des Street Profits, c'est génial avec Montez-Ford. Et petit aparté, Kevin Owens c'est au table des commentateurs, donc pourquoi, ça on ne sait pas, parce qu'il est pas en lien avec la rivalité entre les Street Profits, Angel Garza et Andrade, on sait pas. Mais point que j'ai pas du tout kiffé dans ce match, c'est l'absence de Bianca Belair. Parce qu'au final, je m'attendais vraiment à ce que Bianca Belair soit aux côtés des Street Profits. Parce qu'on a Zelina Vega, voilà, on a l'affaire de l'empoisonnement. Donc, que Bianca Belair se mette aux abords du ring pour s'occuper de Zelina Vega, pour la surveiller. Et bah non. Et puis, on voit bien qu'il y a des tensions entre l'équipe d'Andrade et d'Angel Garza. Parce que Angel Garza qui contre un saut de la troisième corde de Montez-Ford et Andrade qui aide Angel Garza donc pour faire un tombé avec Trish, donc en gros en utilisant les cordes, mais devant l'arbitre, donc c'est sûr qu'arbitre il a cassé de tomber. Et franchement j'ai pas aimé. Et voilà, Zelina Vega qui vient pour intervenir, mais sauf que voilà, Zelina Vega est vite séché, donc Andrade lui qu'est-ce qu'il fait? Il laisse tomber Angel Garza et il va se focus que sur Zelina Vega. Et bah au final c'est ce qui lui a coûté le match. Mais n'empêche, le splash, parce que je sais pas si c'est un frog splash, mais le splash de Montez-Ford, oh putain, mais j'ai cru qu'il décollait quoi. Mais franchement super, super Montez-Ford, mais putain foutez-le nous en solo, c'est pas possible. Mais franchement j'ai surkiffé Montez-Ford. Donc pour cela je vais mettre un 7 sur 10. 7 sur 10, mention honorable à Montez-Ford, mais Angelo Dawkins, inexistant. Ah là mais waouh. Ah, il est pas du tout là. C'est limite à se demander si Montez-Ford ne défendait pas les titres par équipe tout ça, s'il était pas en match handicap en fait. Bon, et on va passer sur un match que vraiment je ne voulais pas voir et franchement extrêmement déçu. Le match sans disqualification entre Mandy Rose et Sonya Deville. Pourquoi ça a été changé? Parce qu'à la base c'était un match cheveux contre cheveux. Mais je pense que voilà, vous avez vu les actualités. Sonya Deville a été victime d'un kidnapping. Elle a failli se faire kidnapper. Et donc à la base, c'était elle qui devait perdre le match et donc devait se raser la tête. Mais apparemment, dû à l'affaire qu'il y a en cours, bah c'était pas trop conseillé de se faire raser la tête. Donc au final, Sonya Deville serait allée voir les officiels pour modifier la stipulation et de passer à un match sans disqualification et la perdante quitte à WWE. Mais putain, match sans disqualification, tu as un énorme raté de Mandy Rose qui n'arrive pas à retourner une table, j'ai rien compris, et un coup de chaise. Putain, c'est un match sans disqualification, utilisez un peu plus de trucs quoi. Certes, tu as eu une bonne volonté d'utiliser une table, mais table ratée, et un coup de chaise. Et au final, bah, le match... certes, ça a pas changé, c'est Mandy Rose qui a remporté le match, qui au final a fait quitter Sonya Deville de la WWE, mais le match il est dégueulasse. Franchement, j'en croyais pas mes yeux. Déjà, la tenue de Mandy Rose, oh là 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 là, elle nous a fait une Dolph Ziggler, c'est pas possible, cheveux mouillés, n'importe quoi. Et le match, Sonya Deville domine tout le match, elle domine tout le match, et après, on comprend pas. Mandy Rose qui se relève, elle met 4-5 kicks dans la face de Sonya Deville, une prise, 1, 2, 3, terminé. Mais sérieux, si Mandy Rose c'est futur de la division féminine du côté SmackDown, waouh. Parce que là, moi personnellement, Sonya Deville et Mandy Rose, mais elles sont à des niveaux en dessous de Mandy Rose, de Bayley et Sasha Banks. Là, si on dit que Bayley et Sasha Banks sont les championnes d'arène, bah alors là, Mandy Rose et Sonya Deville, elles démarrent leur apprentissage. Elles ont même pas un badge en poche. Donc, vous avez compris la référence. Mais là, c'est n'importe quoi. Donc là, franchement, extrêmement déçu. Je mets un 4 sur 10. C'est bien la première fois que je mets en dessous. Mais là, c'est un 4 sur 10. Parce que là, ça discrédite Sonya Deville, qui pour moi est largement meilleure que Mandy Rose. Elle serait mieux utilisée. Mais Sonya Deville, elle pourrait aller plus loin. Elle pourrait aller plus loin qu'une rivalité face à Mandy Rose. Et puis bien sûr, comme vous vous en doutez, voilà, elle quitte la WWE, c'est storytelling, je pense à mon avis, elle va prendre du temps de recul, temps de se remettre de cette tentative de kidnapping, et elle va revenir en force grâce à une storyline, faut pas s'inquiéter là-dessus. Hein. Et là franchement, la célébration, on a ce qu'il y a, Mr. Money in the Bank, puis on se demande quand est-ce qu'il va encaisser sa manette, qui célèbre, donc qui fait la chenille, et on voit Mandy Rose. Oh putain, la chenille, dégueulasse.
Et ça entraîne une petite question. Otis c'est Mister Money in the Bank, donc il est là. Est-ce qu'il va cash in? Parce que là, pour le moment, il n'a pas l'air motivé à cash in sa manette, et franchement, bah, ça c'est décevant, quoi, parce qu'en principe, le Mister Money in the Bank, hier, pour faire pression au champion, en disant, va, champion, t'as quand même une épée de Damoclès au-dessus de la tête, mais là, les Otis, on s'en fout, que ce soit The Fiend ou Braun Strowman, ils en ont rien à péter de Otis, et franchement, je trouve ça assez chiant. Parce que moi, Otis, c'est un personnage que j'adore, que j'aime bien, que je trouve rigolo, mais il est pas crédible en Mister Money in the Bank. Pas du tout. Mais pas du tout. Et là, par contre, là, on passe à un match pourri, à ce qui est pour moi le meilleur match de la soirée, Dominic Mysterio contre Seth Rollins. D'ailleurs, moi, je m'attendais vraiment à une tenue spécifique de Seth Rollins, parce que voilà, Seth Rollins avec SummerSlam, il est venu en Power Ranger blanc, il est venu en Deadpool, en Thanos, donc fallait bien s'attendre que Seth Rollins allait nous sortir une tenue digne de SummerSlam. Et on n'a pas été déçus, on a eu une tenue violette où vraiment au début, je me demandais qu'est-ce que c'était, et au final, cette tenue me disait quelque chose. En effet, c'est référence à Rey Mysterio à l'époque de la WCW, donc à Halloween Havoc, dont je crois que c'était en 1997, où il affrontait Eddie Guerrero, et Rey Mysterio avait une tenue similaire à celle de Rollins. Donc au final, c'est une petite référence, nickel. Et la tenue de Dominic, franchement, j'ai surkiffé. J'ai adoré. On aurait dit vraiment un super héros. Seul bémol, c'est le haut, parce qu'on voyait pendant le match que la capuche de Dominic lui posait beaucoup de problèmes, parce qu'il y avait souvent la capuche qui se remettait et au final il passait plus de temps à la remettre, etc. Mais franchement le match j'ai surkiffé, avec un début où Seth Rollins, voilà, il se moque de Dominic en lui disant ouais t'essaies des trucs mais au final je te contre, attends je suis le meilleur catcheur de ma génération frère, tu me prends pour un con ou quoi. Et au final j'ai surkiffé le match parce que Dominic avait quand même une belle pression sur les épaules, parce que là on était au Thunderdome, donc c'était du direct, donc si Dominic se ratait, bah il pouvait pas couper au montage et refaire, non, c'est si Dominic il se craquait, et au final c'est vrai que beaucoup de gens avaient peur de voir Dominic se rater, mais en fait non, il s'est pas raté. Pour moi, pour un premier match, il a passé vraiment la barre vachement haut, digne de la réputation de son père. Et puis surtout l'aspect psychologie, j'ai surkiffé parce que c'est un street fight, donc on avait le droit de tout faire. Bon, bien sûr je suis un peu déçu, c'est qu'il n'y a pas eu énormément trop d'interactions street fight, mais n'empêche c'était super. Pas beaucoup, mais c'est ce qu'il fallait. Et puis surtout qu'ils ont offert 22 minutes vraiment de pur plaisir. On voit vraiment qu'ils ont pris un malin plaisir, surtout Seth Rollins du côté psychologie, parce que Rey Mysterio à côté, qui avait promis de pas intervenir pour son fils, qui était comme ça en train de limite se ronger les ongles pour dire putain, j'ai envie d'intervenir, mais j'ai promis à mon fils, je suis un homme de parole, je vais pas l'emmerder. Et on voit la maman de Dominic, donc la femme de Rey Mysterio au niveau de diaphragme, qui voulait intervenir aussi en disant stoppez le massacre de mon fils, et au final non, mais j'ai surkiffé, et franchement super Dominic qui a super bien géré, et puis félicitations à Seth Rollins qui a bien mis en avant Dominic, bien que voilà Seth Rollins a remporté le match avec un stomp, mais ça a envoyé quand même Dominic tellement fort, parce que voilà c'est vrai que je pense que la WWE n'ont pas voulu faire aussitôt gagner Dominic, déjà pour éviter de faire perdre trop de crédibilité à Seth Rollins, mais n'empêche que voilà, bien qu'il soit dans la défaite, pour moi Dominic est le grand vainqueur de ce match, et pour cela je mets un énorme 9 sur 10. C'est un très bon match, un excellent match, ou le meilleur début que je trouve, et je trouve que la WWE, c'est là ce week-end-là, les débuts, ils ont fait fort avec Pat McAfee du côté de NXT TakeOver 30 face à Adam Cole, où c'était génial, et j'ai vu le match, nickel, franchement, pour Pat McAfee. Et là, Dominic, qui nous fait la même chose. J'ai dit, mais putain, mais WWE, faites-nous des débuts comme ça, quoi. Nous faites pas une Gronkowski où les débuts, il les a jamais eu. Et là, franchement, j'ai surkiffé. Et de voir que Seth Rollins a quand même menotté Rey Mysterio pour vraiment pas qu'il intervienne et tout, j'ai surkiffé. Bien sûr que de l'autre côté, Seth Rollins n'a pas de parole, donc au final, Murphy est intervenu à maintes et maintes fois, mais j'ai quand même kiffé. Franchement, c'était un des matchs que j'attendais le plus, c'est vraiment le match auquel j'ai vraiment surkiffé de regarder. Donc là, on quitte un excellent match pour un autre match féminin, donc bien sûr, il n'en restait plus qu'un match féminin, donc Sasha Banks qui défend face à Asuka. Et franchement, c'est le plus beau match que j'ai vu entre les deux. Franchement, génial. Génial, j'ai bien aimé. Mais après, le seul bémol que j'ai eu dans ce match, bah, c'est que des prises de soumission, quoi. Il n'y a pas de prise de finition, quoi. Parce qu'on a d'un côté le Asuka Lock et de l'autre côté le Banks Tegman. Donc on sait très bien que si un des deux passe, c'est foutu, c'est foutu.
Donc au final, c'était un peu chiant. J'aurais bien voulu qu'ils nous sortent des prises de finition, vraiment terminer le match, quoi. Pas des prises de soumission. Mais n'empêche, on voit quand même que durant le match, Bayley, bah, elle est aux abonnés absents, quoi. Elle va pas intervenir. On voit à la fin du match où, voilà, elle veut intervenir, elle esquive un coup de fesse de d'Asuka en même temps que Sasha Banks. Elle se prend un coup. Plus de Bayley. Bon, bien sûr, Sasha Banks qui veut refaire la même chose que Bayley, elle en profite, elle perce Banks mieux, contrer son Asuka Lock, elle tape, nouvelle championne. Et puis on voit qu'après le match, franchement, c'est après match où j'ai été choqué. Je m'attendais vraiment à enfin Sasha Banks qui vienne à attaquer Bayley parce qu'on le voit dans le regard, parce que Bayley a eu à balancer le titre par équipe en lui disant t'inquiète pas cocotte, t'inquiète pas mon ami, t'as beau avoir perdu ton titre de roi, t'es quand même toujours championne par équipe, t'as quand même une ceinture. Mais regarde Bayley, il mine dans le truc, attends, tu te fous de ma gueule, toi t'as 2 ceintures, mais moi c'est moi qui repars avec un titre en moins, c'est moi qui pars avec ma malédiction qui continue. Parce que oui, il y a la malédiction de Sasha Banks, parce que Sasha Banks, ça doit être 5 fois championne de roi, mais elle a jamais conservé son titre. Elle a jamais su conserver sa première défense de titre. On l'a vu à 3 reprises face à Charlotte, donc à SummerSlam, à NSA, à Roadbug. On a eu contre Alexa Bliss, donc ça je sais plus c'est quand qu'elle perd son titre. Et là contre Asuka, où elle remporte à Raw, SummerSlam, première défense de titre, pof, elle y a pu. Oh là. Mais j'ai cru qu'elle avait vraiment attaqué Bayley, parce qu'elle avait vraiment le regard de haine en se disant putain, t'aurais pu m'aider. Parce qu'elle a pas trop apprécié que elle vienne vraiment intervenir constamment dans son match de Bayley, mais que là, Bayley, elle s'en foutait. Elle est quasiment pas intervenue, hein. Pas du tout, pas du tout. Après, je vais pas dire que ça a coûté le match à Sasha Banks, non, non, loin de là, parce que pour moi, Bayley, elle a pas fait d'intervention qui aurait porté problème à Sasha Banks. Non, ça s'est pas retourné contre Sasha Banks. C'est juste que voilà, Asuka a été plus méfiante. On lui a fait le coup en opener, c'est le coup, attends, pas deux fois, attends, vous me prenez pour une bille, hein. Bah non, elle s'est pas fait avoir, elle remporte le match. Bon, je vais mettre un 8 sur 10. Vraiment un bon 8 sur 10, c'est un meilleur match entre les deux superstars. Il y a eu une tentative d'intervention de Bayley, mais ça n'a pas vraiment eu de réelle incidence dans le match, à la différence du match qu'on a eu à Raw, où voilà, ça a quand même coûté le match à Asuka, mais n'empêche, assez correct. Et donc là, on passe donc aux 2 derniers combats, donc qui 2 main events. On commence par le premier, Randy Orton qui veut tenter de devenir pour la 14e fois champion du monde en battant Drew McIntyre. Et franchement, le match, je suis très surpris du match, notamment du finish. Parce que franchement, bon, on connaît tous Randy Orton, il y a un rythme lent, méthodique, et là, il est vraiment dans ce rôle, voilà, où au début, voilà, il vient pour casser les couilles à Drew McIntyre en faisant le coup des cornes, c'est-à-dire, voilà, elle tape pas dans les cornes, qui se sauve et tout. Mais franchement, c'est un match que j'ai bien aimé, bien méthodique de la part d'Orton. Et puis Drew McIntyre, voilà, tellement fort que voilà, ça a rien fait. Et vraiment, le truc qui m'a choqué, 0 finish, 0 RKO, 0 qui est mort. Qui est passé en tout cas, parce que sinon, il y a eu des tentatives. Mais franchement, d'un côté, j'ai bien aimé, parce que c'est vraiment passé dans la storyline où vraiment les deux disaient, voilà, Drew McIntyre qui disait, Orton, tu me mettras plus jamais un RKO, à SummerSlam, tu y arriveras pas. Et Randy Orton qui disait, Drew, tu me mettras pas ton Claymore Kick à SummerSlam, tu peux toujours courir. Au niveau storyline, voilà, j'ai bien aimé, voilà, qu'ils ont tenté, mais qui les deux étaient tellement vigilants que c'est pas passé. Et puis à fin de match où Drew McIntyre remporte le match par un backside, vraiment une prise de catch à l'ancienne. Franchement, j'ai bien aimé de voir Drew McIntyre conserver son titre, parce que pour moi, comme j'ai dit dans mes vidéos précédentes, pour avoir un champion crédible, il faut des adversaires crédibles. Et pour moi, Randy Orton, bah, c'est le top heel de la compagnie. Donc pour moi, c'était le plus gros défi de la part de Drew McIntyre depuis qu'il est champion. Certes, il y a eu Seth Rollins, mais après Bobby Lashley, bon, c'était moyen, c'était correct. Mais Dolph Ziggler, j'ai pas kiffé. Donc pour moi, il fallait un bon challenger pour rehausser le niveau de Drew McIntyre. Et Randy Orton, c'était parfait. En tout cas, vraiment, on a eu un Drew McIntyre, mais au top. Donc pour moi, mon 8 sur 10 est largement mérité. Après, le seul truc que je veux voir, c'est que cette rivalité continue. Parce que c'est vrai qu'avec Drew McIntyre, c'est souvent le cas. Ça va durer 1 mois et 1 jour. Et après, c'est terminé. La rivalité, on passe à autre chose. En tout cas, j'espère sincèrement que ça n'est que la première manche entre les deux superstars. Et donc là, on peut dire que perdre sur un backside, Orton ne l'a pas vu venir. Oh, c'est bizarre, c'est le second SummerSlam. Enfin bref, on passe au main event.
Le champion universel Braun Strowman défend face à The Fiend dans un Fall Count Anywhere match, c'est-à-dire le tombé se fait n'importe où. Franchement, le match, je suis terriblement déçu déjà sur plusieurs points. Déjà, le premier point, c'est où est Alex Abyss? J'ai rien compris. Alex Abyss est au centre de cette rivalité, mais Alex Abyss, elle est pas là. Elle est même pas venue pour intervenir, ne serait-ce que pour The Fiend ou pour Braun Strowman, on sait pas. Pas là. Elle est pas là. Donc pour moi, ça a tué le match. Parce qu'il aurait fallu que Alex Abyss soit là pour qu'il y ait une réelle incident, pour que vraiment la storytelling ait du sens, mais là, rien du tout. Elle est pas là. Et au deuxième coup, bah, c'est un Fall Count Anywhere match, donc le match, il doit se faire n'importe où. Ah ouais, on part en gorilla position pendant 2-3 minutes, juste autant de faire 4-5 prises au total, et après on repart dans le ring, et on finit dans le ring, j'ai rien compris. Il y a peut-être eu 2 ou 3 tentatives de tomber qui se sont fait en dehors du ring, mais sinon c'était que dans le ring. Oh, waouh, j'ai rien compris. Et on voit quand même la fin de match où Braun Strowman a vu une caisse à outils qui a été sortie plus tôt dans le match par The Fiend, et il trouve un cutter. Cutter? Pourquoi faire? Il va pas couper le masque du Fiend pour nous montrer que c'est Bray Wyatt derrière le masque. Eh ben non. Il va couper le ring pour faire apparaître donc les planches de bois, donc il retire la dernière couche, donc la mousse, mais il nous a fait une mendiose, il a mis 3 ans pour le faire, ça a permis largement de temps à The Fiend de se relever, porter un Uranagi, 2-3 Sister Abigail, 1, 2, 3, terminé, nouveau champion. Waouh, waouh, 12 minutes de match. Mais je vous ne cache pas, les 12 minutes, c'était ce qu'il fallait. C'était ce qu'il fallait dans ce match, pas plus, parce que je pense que les fans se seraient lassés. Et c'est vrai que beaucoup de gens se sont posé la question, mais pourquoi il nous a fait des Sister Abigail alors que, en termes de jeux vidéo, c'est son coup spécial. Sa prise de finition, c'est Mandy Bucko. Mais je pense que voilà, ils ont fait le coup d'arroseur arrosé. Braun Strowman a voulu faire apparaître donc les planches de bois dans le but de faire des running power slams pour vraiment défoncer The Fiend. Parce qu'il a fait des running power slams, The Fiend s'est toujours dégagé au compte de 2. Donc il a voulu voilà augmenter les enchères pour vraiment défoncer The Fiend pour qu'il se relève plus. Mais qu'au final, ça s'est retourné contre lui. Et Mandy Bucko, bah tu peux pas faire tomber Strowman sur le plancher, donc il fallait donc des Uranagi et des Sister Abigail quoi pour fracasser la face de Strowman sur les planches de bois. Donc ça me paraît logique. Et moi personnellement, je vais mettre un 7 sur 10. J'aurais pu mettre moins, mais ce qui me fait donner plus de points, c'est de voir The Fiend de champion. Parce que moi j'espérais que ça. Revoir The Fiend Bray Wyatt champion universel. Parce que pour moi, bon, comme pour énormément de fans, on a un goût, mais méga, parce que c'est même pas amer, c'est méga amer de sa défaite face à Goldberg, face à un vieux schnock comme Goldberg, un vieux débris qui sert plus à rien à WWE. Donc pour moi, voilà, The Fiend était en quête de rédemption, donc de récupération de ses pouvoirs diaboliques. Donc il a commencé avec Cena dans le Firefly Funhouse match à WrestleMania 36. Il récupérait de plus en plus de pouvoirs et pour moi, bah, pour sceller ses pouvoirs à jamais, il fallait qu'ils récupèrent le titre universel. C'est ce qu'ils ont fait. Et franchement, c'est super. Mais attends, Jimbo. Le second SummerSlam, c'est vous ne l'avez jamais vu venir. Ils vont pas nous faire un... Vous n'avez jamais vu venir juste pour un tombé sur Orton, juste un backside. T'as l'œil, c'est vrai, parce que... Qu'est-ce qu'on n'aurait jamais vu, en fait? Rétribution ou un autre retour? Dis-moi. Pas moi, Rétribution? Eh ben non, Rétribution... Aux abonnés absents, ils étaient pas là. Ils étaient pas là, mais franchement, on a eu une putain de surprise. Et je pense que vous avez peut-être deviné, ça se voit quand même au t-shirt, le Big Dog est relâché. Roman Reigns a fait son retour en attaquant The Fiend, en attaquant Braun Strowman et en brandissant le titre universel. Franchement, j'ai surkiffé parce qu'on l'a vraiment pas vu venir, parce qu'à WWE nous ont rien dit par rapport au retour. On a juste eu des rumeurs en disant, voilà, du fait qu'à WWE a déménagé donc au Thunderdome, Brock Lesnar et Roman Reigns seraient tentés de revenir plus tôt que prévu. Mais on n'avait aucune date fixée. Et franchement, le look de Roman Reigns. Et franchement, j'étais dans le live de Black Mass Design. Dès qu'on a vu le retour de Roman Reigns, on s'est posé 15 questions. Waouh! Déjà, première question. Il est heel ou babyface c'est à Roman Reigns? Parce que franchement, le comportement qu'il a, pour moi, c'est un heel. Mais après, ça peut souligner plusieurs questions. Parce qu'il faut pas oublier que Braun Strowman et The Fiend sont heel maintenant. Donc je vois pas un heel attaquer d'autres heel. Et puis Roman Reigns a souvent eu les attitudes d'un heel, mais niveau mental c'est un babyface. Donc
ça peut poser des interrogations et franchement, ça rend vraiment le prochain SmackDown, mais impatient de vraiment savoir quelles sont les raisons pour Roman Reigns d'attaquer The Fiend, d'attaquer Braun Strowman. Et la deuxième, c'est, vous avez vu le t-shirt de Roman Reigns? Vous avez vu ce qu'il avait écrit? C'est détruire tout le monde et partir. C'est bizarre. C'est pas second de rétribution, ça? C'est pas second? Et bah oui, la deuxième rumeur, c'est que Roman Reigns serait le leader de rétribution. Et vous, vous en pensez quoi? Moi, personnellement, je suis assez mitigé de voir Roman Reigns leader de rétribution. Ça se pourrait très bien, mais je ne vois pas vraiment pourquoi Roman Reigns serait leader de rétribution, parce que rétribution, c'est anti-WWE, et on sait tous, voilà, Roman Reigns, c'est le visage de la WWE, à moins bien sûr qu'il nous fait passer son moment de confinement chez lui, en disant voilà, c'est la WWE qui a empêché de devenir champion universel à WrestleMania, qui a fait remplacer par Strowman, et qu'au final il a développé une haine depuis ces quelques mois contre la WWE, ce qui a poussé à créer un clan anti-WWE. Je ne sais absolument pas. Vraiment, je sais pas du tout. Et donc là, on a fini pour cette review de SummerSlam. On va passer à une review rapide de Monday Night Raw, parce que vous supposez, au moment où je tourne cette vidéo, on est mercredi 26 août, donc naturellement, j'ai regardé Monday Night Raw. Mais je tiens à préciser que je vais faire une review très brève, principalement de ce qui s'est passé à Raw, donc vraiment les principales informations, et puis c'est tout, parce qu'il y a des informations... On s'en fout, mais carrément. Hop, donc voilà, on est de retour pour la review de Raw, et franchement, comme j'ai dit, je vais aller sur les points essentiels. Bon, déjà, dans un premier point, on a Drew McIntyre qui fait ici comme même Orton en disant que voilà, c'est un conquérant, c'est quelqu'un qui voulait son titre, c'est un énorme défi, mais Drew McIntyre est beaucoup trop fort, et il lui met dans la gueule ah oui, Orton, tu te vantes d'être le meilleur catcheur de tous les temps, mais je t'ai battu par une prise de catch, par un backside qui est une prise tout à fait basique du catch à l'ancienne. Franchement, j'ai kiffé. Franchement, j'ai kiffé ce tag, et Orton n'a pas aimé. Ah non, c'est Orton. Orton, il a défoncé Drew McIntyre à 3 reprises. À 3 reprises, il lui a collé le pot de kick. Donc au final, ça a séché Drew McIntyre. Mais je tiens à préciser que voilà, d'abord il y en a mis 2. Drew McIntyre, tellement fort, voilà, il s'est relevé des 2 pots de kick. Il a fallu un peu plus tard dans la soirée pour que Orton colle le 3e pot de kick. Et ce qui a entraîné les débuts du Monsieur No Limit, Kissy qui a fait ses débuts. Ça a été annoncé à SummerSlam. Et c'est vrai que beaucoup de gens se demandaient, mais qu'est-ce qu'ils vont faire de Kissy? Parce que Kissy a perdu son titre à NXT TakeOver 30 face à Kyrian Cross. Qui d'ailleurs, Kyrian Cross s'est pété l'épaule durant le match. Ah putain, ils vont nous faire une Finn Balor, j'espère pas. Hein. Mais enfin bref, Kissy qui a fait ses débuts pour défendre Drew McIntyre. Parce qu'au début, Drew McIntyre n'était pas vraiment content de voir Kissy qui se mêle de ses affaires. Mais Kissy qui dit voilà, Drew McIntyre c'est mon pote, donc voilà, j'aime pas ce que fait Orton. Et au final, ce qui conduit donc déjà à un premier match à Raw où voilà, disqualification parce que Drew McIntyre est intervenu, mais suite à l'envoi à l'hôpital de Drew McIntyre, Kissy qui prend parti de Drew McIntyre, pardon, et qui demande un match à Payback. Donc c'est officiel, on aura les débuts en pay-per-view de Kissy face à Randy Orton. Franchement c'est génial et j'attends que ça. Parce que c'est vrai que beaucoup de gens se disent ouais mais Kissy il a changé de tenue, il a changé de musique. Donc déjà je vais répondre à ça. Déjà la tenue, c'est parce que la WWE voulait pas voir Kissy montrer que Kissy a potentiellement pris du poids, qu'il soit vraiment gros. Et puis le deuxième, la musique, c'est parce que celui qui, dont c'est CFO, ça doit être ça, qui faisait les musiques de la WWE ont mis fin à leur association avec la WWE. Donc au final, la WWE a dû recréer une musique pour Kissy. Donc voilà les réponses. Mais franchement, j'aime bien quand même. Autre cas, bah alors là, Bayley et Sasha Banks qui ont enfin leur challenges. Parce que ça a été annoncé depuis un moment, au cœur du SmackDown de la Bataille Royale, où Bayley et Sasha Banks avaient confirmé qu'elles défendront leur titre par équipe, mais on ne savait pas contre qui. Bon, moi, dans mon Jimbo Nossi, j'avais dit Asuka et Shayna Baszler. Donc parce que voilà, elles sont peut-être ennemies, mais elles sont avant tout ennemies avec Bayley et Sasha Banks. Donc le principe de l'ennemi de mon ennemi et mon ami. Bah on a ça, on a le principe, mais c'est pas Asuka et Shayna Baszler. C'est Shayna Baszler et Nia Jax. Nia Jax et Shayna Baszler qui vont trouver une entente, qui forment équipe là pour faire face à Bayley et Sasha Banks et qui vont avoir une opportunité de leur arracher les titres par équipe. Oh, qu'est-ce que ça va faire? Ils vont encore nous faire le coup de l'équipe improbable qui au final vont
vont devenir champions par équipe, parce qu'on a déjà eu ça avec par exemple Team Rhino, Daniel Bryan et Ken qui étaient en rivalité, et au final ils sont devenus champions par équipe. On a eu Cesaro et Sheamus qui s'appréciaient pas et au final ont détrôné New Day pendant un règne légendaire. Peut-être avoir ça, qui sait, pourquoi pas. Et puis bien sûr, bah, il y a déjà des donjons, on a déjà des donjons, parce que là, Angel Garza, lui, il s'en fout maintenant des titres par équipe. Lui, il est parti, il est parti en rivalité donjon avec Eric, avec Ivar, pardon, parce que c'est Ivar, Kadakas et Eric il en a pas, pour demi de Bachelor. J'ai rien à dire, parce que c'est totalement dégueu, c'est pourri. Et puis moi d'un côté ça permet voilà à Angelo Dawkins et Montez Ford de pourquoi pas avoir de nouveaux challengers. Et aussi, qu'est-ce qu'on attendait? Le Kevin Owens Show. Bah oui, parce que Kevin Owens durant SummerSlam, durant les matchs des Street Profits, voilà qu'on a parlé à l'instant, avait annoncé qu'Alistair Black sera de retour pour son KO Show, donc son Kevin Owens Show. Donc beaucoup s'attendaient à ce comment Alistair Black allait venir, parce que beaucoup de gens disaient voilà, Alistair Black était absent pour subir un Rookie niveau gimmick. Bah niveau Rookie gimmick, ça a pas vraiment changé. Ah mais par contre, il y a un œil en moins. Tiens, je vais faire Alistair Black. Il y a un œil en moins, voilà, parce que comme on sait, Alistair Black, il a été attaqué par Murphy. Murphy lui a planté un œil. Et Alistair Black, il a fait un hit-turn. Il a fait un hit-turn face à Kevin Owens. Il a massacré. Donc, je suis curieux de voir ce qui va se passer. Est-ce qu'il va rejoindre le clan de Seth Rollins ou tout simplement, bah, il aura vu la lumière et il sera totalement face à Kevin Owens et face à d'autres. Et en parlant de Seth Rollins et de Murphy, bah, ils ont eu un match par équipe face à la famille Mysterio. À Mysterio famille, Dominique et Rey Mysterio. Franchement, Dominique, super. Super, ça doit être son deuxième match et ça se voit que c'est son premier match par équipe, mais ça se voit que nickel, super catcher. Je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire à la suite. Et on a Rétribution, on a les abonnés absents de SummerSlam qui sont là pour attaquer Rey Mysterio et Dominique. Et bien sûr, Seth Rollins, lui, avec Murphy, non, nous on regarde, on prend plaisir à regarder Rey Mysterio et Dominique se faire démonter. Et puis bien sûr, bah, Rey Mysterio qui vient sauver son fils. Mais on voit que Rétribution, ils ont vraiment des nombres variés, parce que un coup ils sont 6, un coup ils sont 25, là, ils sont une petite dizaine. Là, wow. Est-ce que ce clan va être à un nombre flexible de partisans ou c'est juste comme ça? On sait pas. Et là, bah, autre match qu'on va avoir, parce que là, pour le coup, ça a conservé face à MVP. Et là, il affronte Bobby Lashley. Il affronte Bobby Lashley déjà à Raw pour un jet de bras de fer, organisé, donc arbitré par Mark Henry. Voilà, Bobby Lashley qui perd par tricherie. Et puis, ah bah comme toujours, Apollo Crews, Sharingan activé, le mec, il fait un chemin, il évite tout Earth Business. Ah bah alors là, waouh, n'a rien à dire. Et il affronte Bobby Lashley pour conserver son titre, des États-Unis à Payback. Il va se taper tout Earth Business. Là, il s'est tapé MVP à SummerSlam. Là, il se tape Bobby Lashley à Payback. Et au prochain, c'est Tom Benjamin. Satan Tom Benjamin n'a plus de titre. Il a perdu son titre 24/7 lors d'un Fatal 4-Way contre R-Truth, Akira Tozawa et Cedric Alexander. C'est Akira Tozawa qui est reparti avec le titre 24/7. Bah maintenant, c'est Tom Benjamin, il est tranquille. Maintenant, il peut aller toquer à la porte d'Apollo Crews si jamais Bobby Lashley ne parvient pas à battre Apollo Crews. Pourquoi pas. Et là, vous vous souvenez, il y a règle des matchs revanche pour les champions, non? Bah en principe, il n'y en a plus. Mais on en a eu un à Raw. En plus, dans un match Lumberjack. Donc en gros, plusieurs catcheuses sont autour du ring et qui avaient obligation de remonter les catcheuses si jamais elles passaient par-dessus les cordes ou si elles finissaient à l'extérieur. Bref, peu importe. Dégueulasse. J'ai rien à dire d'autre. Dégueulasse. Et puis à la fin de match, voilà, Sasha Banks qui veut une chaise, donc elle demande à Bayley, mais Bayley qui met 3 heures pour donner une chaise, ce qui permet à Asuka de porter son Asuka Lock. Elle a tapé. Au moins, Asuka, elle défend son titre aussitôt, première défense de titre, bam, ah bah elle gagne. Pas de malédiction. Ah ça c'est sûr, il n'y a rien à dire. C'est pas Sasha Banks. Mais franchement, match tout à fait dégueulasse. Tout à fait dégueulasse. Franchement, il n'y a rien d'autre à dire. Franchement, rien du tout. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous, activez la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et lâchez le petit pouce bleu qui fait plaisir à la chaîne. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et je pense que vous avez peut-être deviné, du fait qu'on est à l'approche de Payback, ce sera un épisode du Jimbo Gnostic. Mais puis surtout, soyez fiers d'être fan de catch. Et la suite au prochain épisode. C'était Jimbo, je vous fais des bisous et ciao, bye bye.